déjà de nous excuser pour le démarrage tardif de cet atelier. Je suis Laure Tal, directrice exécutive de IPAR, à la suite de Dr Cheikh Oumar Ba, que vous connaissez sûrement tous. Dr Cheikh Oumar Ba a été nommé il y a quelques mois ministre conseiller auprès du président de la République et il a souhaité donc s'atteler pleinement à cette tâche et il m'a confié les rênes de l'IPAR. Donc je suis, comme vous allez sûrement l'entendre, je ne suis pas une experte des questions de migration, je ne suis pas une experte des questions de mobilité, mais aujourd'hui je suis entourée d'experts, je suis entourée de personnes qui sont des connaissants de ces questions-là, et donc c'est avec confiance que je vais faire cette ouverture d'atelier de restitution. Donc, comme l'a dit mon collègue Baymas, on a plusieurs personnes pour faire cette ouverture. Ce n'est pas une ouverture très protocolaire, mais il y aura quelques discours, allocutions. Et donc, on va commencer par remercier les personnes avec moi au Présidium. Il s'agit de M. El Hadj Abdou Karim Cissé, le représentant de la direction d'appui des Sénégalais de l'extérieur, M. Mignane Diouf, le coordonnateur du Forum social, Mme Goné Ndoye, qui est une ancienne ministre, on l'est toujours, ministre un jour, ministre toujours, et qui est aussi coordonnatrice du FEMIDEC, Madame Fambaye Ndoye, qui est représentante de l'UNSAS. Et je voudrais, chers partenaires, chers chercheurs, chers invités, vous remercier donc pour votre venue ici. Aujourd'hui, cet atelier de restitution, il est consacré à un sujet qui est aussi sensible que stratégique. Je ne vous apprends rien. La protection des droits des femmes migrantes africaines dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient, c'est une question qui suscite l'intérêt de plusieurs et qui pourrait être une problématique grandissante dans nos contextes africains. Nous vivons dans un monde qui a beaucoup changé, qui est en train de se reconfigurer un peu chaque jour, que ça soit géopolitiquement, économiquement, socialement et même culturellement. Et comme beaucoup de ces dynamiques globales, les migrations africaines connaissent elles aussi des mutations et des mutations profondes. Les routes migratoires, elles existaient, elles existeront. Et ce qu'on voit, c'est qu'elles changent, elles se diversifient, les destinations changent. Et ces mobilités s'inscrivent maintenant dans une logique économique globale pour les jeunes Africains et les jeunes Africaines qui cherchent avant tout, et il faut le rappeler, à soutenir leur famille, à élargir leur horizon et également à sécuriser un avenir. Donc quitter son chez-soi n'est jamais anodin et il y a toujours des raisons profondes. Mais derrière cette quête que l'on juge assez légitime d'opportunité, il y a des réalités qui demeurent. La migration de main-d'œuvre, qui est, on le sait, largement composée de travailleurs peu qualifiés, va souvent exposer les migrants, en particulier les femmes, à des conditions de travail précaires, à des violations de leurs droits fondamentaux, à des formes d'exploitation que nous avons documentées, aussi bien dans les pays du Sud que tout au long de leur route migratoire. Dans ces régions, les travailleuses domestiques africaines figurent parmi les groupes les plus vulnérables. Confiscation de passeports, servitude domestique, violence, absence de liberté, de mouvement, retard ou même non-paiement de salaire, isolement. Et ce système de kafala, tel que nous le documentons dans nos études, reste l'une des principales sources de ces abus. Il y a de nombreux mécanismes qui existent à l'échelle du continent, adoptés par l'Union africaine, mais leur application reste assez inégale. Et la protection juridique de ces personnes demeure encore trop faible, tant dans les pays d'origine que dans les pays de destination.
Et c'est donc pour répondre à ces enjeux que IPAR, avec le soutien d'Osiwa, a engagé cette recherche. Pendant longtemps, la recherche sur les femmes africaines, les migrations africaines, s'est surtout concentrée sur les hommes. Et donc, avec ce travail, on a voulu avoir un regard nouveau sur les migrations des femmes, parce qu'on voit qu'elles sont de plus en plus nombreuses à emprunter les routes migratoires, alors qu'elles étaient jusqu'à présent considérées comme les gardiennes du foyer, celles qui restent dans les pays et qui s'occupent de la famille. Donc leur trajectoire migratoire pourrait être différente et donc mérite cette analyse spécifique. Notre étude s'est focalisée sur les travailleuses domestiques originaires de l'Éthiopie, du Maroc, de l'Ouganda et du Sénégal, et on les a suivies dans leur installation en Arabie Saoudite et au Qatar. Je n'irai pas dans le détail de la méthodologie sur laquelle ma collègue Ndeye Comba Diouf reviendra plus amplement, mais ce que nos résultats montrent sans ambiguïté, c'est qu'il reste des pratiques très proches de l'esclavage encore, qu'il y a une insuffisance d'adaptation des cadres juridiques nationaux, qu'il y a un faible dispositif de protection dans les pays de départ. Il y a beaucoup d'opacité et d'abus autour de ce système de kafala, qu'il y a une exclusion quasi systématique des travailleuses domestiques du Code du travail dans leur pays d'accueil. Nos États s'orientent davantage vers la gestion des crises que vers la prévention, et les représentations diplomatiques de nos pays manquent souvent des moyens nécessaires pour assurer une protection effective de ces femmes. Il existe des pistes, et c'est ce que l'on va discuter ensemble aujourd'hui, avec des recommandations de la recherche, avec des expériences de personnes qui, sur le terrain, aident ces femmes. Et l'idée aujourd'hui, mesdames et messieurs, lors de cet atelier de restitution, c'est de trouver une route ensemble vers une protection réelle des travailleuses domestiques africaines au Moyen-Orient. C'est une route qui sera longue, mais c'est un chemin que l'on doit absolument commencer à prendre, à marcher. Donc je voudrais donc exprimer, avant de donner la parole aux personnes sur ce présidium avec moi, je voudrais exprimer une grande gratitude à Osiwa, qui nous a permis de réaliser ce travail. C'est une institution qui soutient la recherche africaine, et ce soutien a été vraiment déterminant pour nous permettre d'avoir un projet aussi ambitieux, même si très difficile. Vous allez entendre les différents experts qui ont participé à cette étude. Ce n'est pas évident de retirer, d'avoir les témoignages, ce n'est pas évident de passer au-delà du cadre juridique pour savoir ce qui se passe vraiment. Donc j'espère que cette collaboration avec Osiwa va continuer. Et là, c'est vraiment un appel du pied. Et j'espère aussi que cette discussion va permettre des collaborations futures entre nous. Donc je vous remercie pour m'avoir écouté, pour avoir écouté un avis d'une personne, d'une citoyenne qui suit ses recherches avec beaucoup d'intérêt et qui espère apprendre beaucoup de vous, des experts aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Mignane Diouf. Monsieur Mignane Diouf, c'est la personne de ce présidium-là. Je lui dis, on se rencontre que dans des ateliers. Il faudrait qu'on aille au-delà de cet atelier-là. Et ça, c'est juste lui et moi. Hein. IPAR et le Forum social travaillent ensemble. Mais c'est l'importance de ces rencontres, de ces moments d'échange. Et c'est, en tant que coordonnateur du Forum social, il a une grande expérience de ces questions de migration notamment. Et je voudrais donc lui donner la parole pour partager quelques mots avec nous. Je donnerai ensuite la parole à Madame Famba Ndoye, qui est représentante de l'UNSAS.
Ensuite, à une autre Madame Ndoye, parce qu'une Madame Ndoye peut toujours en cacher une autre, Madame Ngoné Ndoye. Et je finirai les prises de parole avec Monsieur El Hadj Abdou Karim Cissé, qui est notre représentant de l'État et qui donc ouvrira officiellement cet atelier de restitution. Monsieur Diouf. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Je voudrais vous remercier aussi de nous avoir invités à cette rencontre importante de restitution, de recherche aussi et études dans le secteur de la migration. Vous remercier, vous féliciter et dire bonjour aussi à tous ceux qui sont autour de cette table, mes cousines Lebou Ndoye et Ndoye, mais aussi M. Cissé, l'autorité de l'État. Et remercier aussi votre partenaire, notre partenaire aussi, d'avoir bien voulu accompagner ce travail-là. Je voudrais donc d'emblée dire qu'en vérité, c'est une question très essentielle, cette question de la migration de la main-d'œuvre féminine dans les pays du Golfe. Et ça me fait penser à l'histoire. Ça ne date pas aujourd'hui, cette question de migration de main-d'œuvre vers les pays du Golfe, parce que rappelez-vous qu'il y a eu la traite transatlantique, mais aussi la traite négrière transsaharienne, où à l'époque, déjà, beaucoup de nos parents étaient forcés à acheter, envoyer dans les pays du Golfe à partir du Sahara, par la route et souvent en marchant pendant des mois. Ceux qui étaient plus chanceux pouvaient être sur des chameaux. Et dans les documentations que nous avons fouilletées, ils savaient déjà qu'à l'époque, les négriers préféraient souvent avoir un homme à acheter, mais pour 2 femmes. Imaginez-vous donc pourquoi à l'époque déjà, l'accent était mis sur la présence féminine dans la traite négrière transsaharienne. Et quand un négrier voulait avoir un homme, il voulait aussi donc en même temps acheter 2 femmes. Imaginez-vous, c'était pourquoi. Je sais que vous comprenez pour toutes les raisons qui font qu'à l'époque, déjà à cette traite, on avait envie d'avoir des femmes africaines vers ces pays-là. Naturellement, quand la migration aussi donc est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, parce qu'il faut le dire aussi, la migration est surtout liée à la migration de main-d'œuvre. Lorsque l'Amérique a été découverte, nous dit-on, par Christophe Colomb, oubliant Bakary II, on est venu aussi chercher ici une main-d'œuvre africaine pour remplacer celle qui a été usée, c'est-à-dire celle indienne. Quand la source indienne se trouve à Tari, on se tourna vers l'Afrique pour trouver une main-d'œuvre. Et c'est cette main-d'œuvre qui a bien sûr posé les premiers jalons du développement agricole des États-Unis. Une toute petite parenthèse. Mais en revenant sur l'Asie, les pays asiatiques, les pays arabes et notre migration, je crois qu'il y a eu beaucoup de documentation qui ont été faites. Et c'est bon qu'aujourd'hui qu'on ait une étude qui permette de mieux documenter cela et de pouvoir en faire un outil de plaidoyer auprès de qui on doit pouvoir le faire. Comme Laure l'a dit, pendant des années, les routes de la migration vers ces pays ont existé. Et très bien organisées à travers des réseaux ici au Sénégal, à Dakar. Il y a même des pays qui envoyaient leurs enfants ici. Et à partir d'ici, il y avait des sortes de cabinets, ou en tout cas de trucs très organisés, qui recrutaient des jeunes femmes, qui allaient. Et une fois qu'elles arrivaient, comme elle disait, naturellement, on prend tout ce qui pouvait leur permettre d'être en contact avec leur famille. Le passeport d'abord, les téléphones. Et c'était donc des personnes coupées désormais de leur origine, comme aussi étaient coupées de leur origine les femmes et les personnes victimes de la traite transsaharienne. Rompez tout. Et
dans quelques enquêtes à l'époque que nous avons faites, oui, il était apparu qu'il y en a qui étaient violés, il y en a qui étaient torturés, il y en a qui étaient même tués, il y en a qui devenaient objet de jeu pour certaines personnes, y compris même pour les enfants des maîtres. Tout cela existe. Je sais que vous êtes au courant qu'il y a encore des Sénégalaises qui sont dans des situations de détenus en Arabie Saoudite. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu, celle qui était condamnée à la mort et des négociations à l'époque étaient en cours. Bon, sans doute, il est possible qu'on sache un peu ce que cela devient. Mais bref, c'est pour dire qu'en vérité, la migration vers les pays du Golfe est un réel problème, mais qui souvent n'a jamais été bien relayé par des voix fortes. Il y en a même qui ont pensé qu'à l'époque, bon, c'était du haram que de vouloir dénoncer cela, quoi. Parce que tellement la corruption était forte, les réseaux étaient huilés, très huilés. Et si on vous dit qu'à Dakar, il y avait des réseaux entretenus par des Sénégalais, des Dakarois. Et le paradoxe, c'est que ces gens aussi se réclamaient être des religieux, pour la plupart. Et utilisaient donc ce prétexte pour prendre ces jeunes filles, qu'on voilait, qu'on mettait, voilà, il fallait donc désormais se voiler et être dans le groupe. J'ai eu la chance un jour, en prenant dans un vol, je crois qu'on allait sur Addis Abeba et sur Ethiopian, j'ai vu un groupe de 5 jeunes femmes qui pour moi ne pouvaient pas certainement être en partance pour aller faire le Umrah. Mais quand j'ai posé la question dans l'avion, il y en a une qui m'a dit, on a trouvé du travail pour nous. Et à partir d'Addis, on va prendre l'avion pour aller en Arabie Saoudite. Et j'ai pris ma tête. Et je lui ai demandé, est-ce que où sont tes parents? Il m'a dit, mes parents sont décédés, mais il y a un de mes oncles qui m'a mis en contact avec une personne. Cette personne m'a appelé, elle nous a fait signer des papiers. Et j'ai dit, est-ce que je peux voir le papier? Ils m'ont dit non, c'est en arabe. Donc, vous voyez donc toute la manigance qui se trame autour de ces affaires-là. Quelqu'un qui ne sait pas lire arabe, mais on lui fait signer un document, un contrat en arabe, il ne sait pas qui va l'accueillir. Une fois qu'elle arrive là-bas, ben cette jeune femme innocente devient une personne vendue. Et ces cas même existent ici au Maghreb, au Maroc, où aussi on a vécu beaucoup de cas comme ça. En Algérie, en Tunisie, sans parler maintenant tout le stock de femmes migratoires dans ces conditions qui ont vécu des années de souffrance, bien sûr, dans la Libye. Mais c'est les mêmes règles. Donc, je suis tout à fait content de constater qu'une étude a été faite à ce niveau, mais qui nous permettra éventuellement de mieux situer les choses et de mieux comprendre. Mais M. Cissé, ce problème mérite un regard d'État désormais. Parce que malgré tous les cris que nous faisions, je me rappelle qu'à l'époque, le stock de migrants entre 2014, 2015 et 2016, où nous étions en train d'animer le Mai d'Afrique, on avait déjà alerté à l'époque en disant le stock de migrants africains, notamment les femmes, mais il y en a même qui ont accouché à l'époque en Libye, mais personne ne nous écoutait. Et il a fallu par la suite qu'une télévision américaine fasse un documentaire là-dessus, et pour qu'on voie que les Sénégalais, les Africains commencent à s'émouvoir de cette affaire qui existait pourtant pendant des années. Je veux dire donc que nous sommes capables par moment de trouver des mécanismes Cissé de collaboration qui nous permettent que les alertes que les migrants, que les acteurs de la société civile, les ONG, les défenseurs des droits humains font, puissent permettre à l'État de prendre les mesures. Et la diplomatie étant ce qu'elle est, c'est seulement cette diplomatie qui peut aider sans doute à régler certaines entraves. Ces entraves et ces dérives existent, et je sais qu'au moment où nous parlons, sans doute l'étude peut nous aider, sans doute il existe des centaines de Sénégalaises
des centaines, dans le monde arabe, qui y sont allés, dans les conditions que vous savez, et qui ne peut plus revenir. Moi, j'en ai une cousine, une nièce plutôt, qui était là-bas depuis le temps que sa maman vivait. Sa maman est décédée, elle n'a même pas pu venir. Et elle est encore là-bas. Par moments, certains de la famille nous disent, on lui a parlé, mais dans des façons où on ne peut pas tout dire. Par moments, il peut rester des mois, des années sans se faire entendre. Et je sais qu'elle n'est pas la seule. Donc, je vais terminer par là parce que, en fait, ce n'était pas un panel pour nous ici, mais juste introduire les choses et montrer l'importance de ce travail-là et la nécessité aussi d'une collaboration tout à fait juste entre acteurs étatiques, décideurs et acteurs de la société civile qui peuvent alerter et donner des informations. Mais souvent, les informations que nous sommes capables de distiller, c'est comme si dans le traitement final, aucune décision n'est prise, en tout cas en ce que je sais. Parce qu'entre autres documents que nous avions fait remonter, il y avait des cas, par exemple, dans le Sahara, où, bien sûr, beaucoup de jeunes Sénégalais étaient retenus, certains décédés, avec des images, mais à l'époque, on a fait remonter ces informations, ça n'allait pas. Donc bref, je vous remercie d'avoir fait ce travail-là qui nous concerne à nous tous, qui nous intéresse dans la mobilité et qui nous montre aussi qu'il y a des urgences à prendre des mesures pour démanteler les réseaux qui sont ici dans le pays, M. Cissé, mais aussi trouver des filons de dialogue avec les pays du Golfe pour que les main-d'œuvre, notamment féminines qui y vont, puissent avoir le droit d'exister sur ces terres-là et de revenir quand elles veulent revenir et de bénéficier de toutes les protections selon les lois du travail et du droit international. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diouf. On va maintenant donner la parole à Madame Ndoye. Madame Ndoye, on m'envoie des petits papiers pour me dire qu'on doit parler moins parce qu'il faut laisser, faut qu'on ait un peu de temps pour que on puisse présenter l'étude. Mais on aura largement le temps de revenir sur des recommandations. Donc, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Dr Laure. Mes salutations à tout le présidium, ma chère sœur, Madame le ministre Ngoné, et Karim, avec qui nous avons vraiment partagé beaucoup d'activités sur la migration, et un mentor aussi dans le champ social, M. Diouf, et tous les participants et participantes en vos rangs, titres et qualités. Je me réjouis aujourd'hui de partager avec vous une réflexion très profonde et très pertinente qui concerne les femmes migrantes africaines dans les pays du Golfe. Un sujet qui mérite toute une attention et qui, nous, en tant que partenaires sociaux, parce que nous sommes du monde syndical, du monde du travail, devrais-je dire, et je pense que quand on parle de droit, nous sommes interpellés. Notre mission, la défense, la promotion et la protection des droits nous impose de s'interroger à ces sujets-là qui sont pour la plupart un peu invisibles dans le champ de la communication, il faut le dire. Et là, tout le mérite de IPAR avec son partenaire OSIWA de s'interroger à cette thématique et d'en faire une étude qui pourra éclairer les lanternes des acteurs, des décideurs, mais aussi de tout le mouvement social qui s'active depuis lors sur le terrain des droits et de la protection des droits des migrants et de tous les travailleurs migrants aussi. Je voudrais dire que interroger un peu l'histoire, comme l'a fait tout à l'heure M. Mignan Diouf, nous permet de considérer que les femmes ont été toujours dans les flux migratoires. Mais actuellement, nous avons constaté qu'il y a ce qu'on appelle la féminisation et même la juvénilisation de la migration. Et cela
nous interpelle parce que nous avons l'habitude de le dire. En fait, ce mouvement, ce flux migratoire, ces deux cibles sont considérées comme des cibles qui méritent beaucoup de protection. C'est en fait des cibles un peu précaires, si je peux dire, et très fragiles dans les flux migratoires. Les femmes qui ont un peu perçu l'importance du pouvoir économique sont aujourd'hui des acteurs de la migration à part entière. Et dans la migration internationale, elles occupent une part très, très, très importante. Mais sur ce chemin de la migration, c'est des femmes qui rencontrent beaucoup, beaucoup de difficultés. Des difficultés qui sont d'ordre général et qui intéressent les femmes qui sont dans la mobilité régulière comme dans la mobilité irrégulière. Mais cette étude s'interroge à une cible spécifique, c'est-à-dire les femmes qui vont dans les pays du Golfe. Et ces femmes rencontrent des difficultés qui sont liées d'abord à la législation de ces pays-là. Vous savez, dans la législation du travail de ces pays, le travail domestique n'y figure pas. Donc, c'est une activité économique non normée, donc qui s'exerce en marge de tout règlement. Donc, c'est le premier aspect qui fonde la vulnérabilité de cette main-d'œuvre. Le deuxième aspect, c'est le mode de recrutement. Parce qu'il a souligné tantôt, ces femmes se déplacent dans le cadre de contrats qu'elles ne maîtrisent pas. Et des contrats où le salaire qui est mis, l'activité professionnelle qui est mise ne sont pas respectés une fois qu'elles se trouvent dans ces pays-là. Donc, c'est en fait bonjour les difficultés parce que ce travail s'exerce dans un milieu fermé, invisible, où ce qui se passe vraiment sous silence et n'est pas au vu et au su de tout le monde. Et c'est des situations de violence qui sont là-bas, c'est des situations d'exploitation qui sont là-bas. Et le travail pénible qui s'exerce dans des conditions où il n'y a aucune garantie de santé et sécurité au travail abuse ces femmes. Et il y en a même qui meurent à cause du surcharge de travail. Et c'est des gens qui ne sont ni identifiés par nos représentations diplomatiques et qui souvent sont déclarées perdues alors qu'elles sont mortes et enterrées dans ces pays-là. Donc c'est des situations qui existent là-bas. Et c'est des sujets aussi de vente. À chaque fois que la famille qui a payé votre départ n'est plus en phase avec toi, cette famille a la possibilité et la latitude en toute liberté de te revendre à une autre famille. Donc c'est des situations qui sont observées là-bas. Mais il y a aussi cette manque de liberté, cette manque de vie sociale que ces femmes-là aussi endurent. Parce qu'enfermées, n'ayant pas de contact avec l'extérieur, Mignane l'a dit tantôt, le système kafala, qui permet à votre employeur de confisquer tout ce que vous avez comme document administratif, mais aussi vos téléphones et trucs. Vous ne pouvez pas téléphoner, vous ne pouvez pas toucher votre famille, vous ne pouvez pas sortir pour voir d'autres gens et échanger même ou trouver de l'aide. Donc vous êtes entre les quatre murs à travailler 24 heures sur 24 et vraiment c'est en fait une situation inhumaine que nous observons au niveau de ces pays-là avec ces femmes-là. Donc merci à IPAR de vouloir rendre visibles ces conditions de vie et de travail de nos sœurs africaines dans ces pays-là et je pense qu'une suite sera donnée à cette étude. Mais terminer par dire tout simplement que nous, mouvement syndical, on s'est intéressé à cette situation. La CSI internationale a fait en 2018 une étude sur la situation des travailleurs africains dans les pays du Golfe. Ici, au niveau du Sénégal,
nous avons eu à organiser un sitting pour déplorer les conditions de vie et de travail des Africains dans les pays des Émirats arabes unis, et nous avons même déposé un mémorandum au niveau de l'ambassade des Émirats arabes unis et au niveau de nos ministères, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, pour leur demander d'être plus vigilants sur la situation de cette main-d'œuvre-là qui se déplace. Et mieux, en 2020, avec la COVID, on s'est interrogé à cette question-là, puisque la mobilité étant plus réduite, donc nous avons voulu en savoir plus sur ces travailleuses dans ces maisons closes-là. Et nous avons fait une publication sur cela, et c'est en ligne, vous pouvez le voir, et ça s'appelle La Voix des femmes travailleuses du Sénégal. Donc cela est aussi à votre disposition. Et après cette étude, nous avons vu qu'il fallait agir, et nous avons mis en place un réseau que Madame le ministre connaît bien. C'est le réseau d'appui aux femmes et enfants en migration, qui s'occupe spécifiquement de ces femmes migrantes au niveau du Sénégal, mais aussi de nos femmes migrantes qui sont dans d'autres pays et qui exercent le travail domestique. Donc merci de nous avoir conviés à cette restitution qui, sans nul doute, ouvrira des chemins qui nous permettront de travailler ensemble pour une meilleure défense des droits et une meilleure protection de ces travailleurs-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ndoye. Et en plus, vous nous facilitez vraiment la transition vers Madame Ngoné Ndoye. Vous l'avez interpellée sur son action pour protéger les femmes et les jeunes migrants. Donc, Madame Ndoye, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la directrice. Monsieur Abdou Karim Sissé, directeur des Sénégal de l'extérieur, Madame la directrice de IPAR, chère Laure, cousin Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social, Madame Fambaye Ndoye, présidente du RAFEM, très chers invités, sachants, experts et membres des OSC, distingués panélistes de la journée. C'est avec un engagement et en toute responsabilité que nous allons participer à la présentation des résultats de cette importante recherche. La protection des droits des femmes migrantes africaines dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient. Ce travail de recherche que nous allons découvrir ensemble intervient dans un contexte où les migrations féminines africaines vers cette région du monde connaissent une croissance continue. Derrière les chiffres que nous entendrons tout à l'heure se trouvent surtout des vies, des parcours, des aspirations, mais aussi trop souvent des vulnérabilités et des atteintes à la dignité. Vous le comprenez, le cœur de métier de FEMIDEC, c'est la femme elle-même, la famille. Elles sont des jeunes filles, mais aussi des jeunes dames, veuves ou divorcées, mais en tout cas des femmes seules, parfois chefs de famille. Les femmes migrantes jouent un rôle économique et social considérable, tant dans les pays d'accueil que dans leur pays d'origine. Pourtant, leur réalité demeure sous-documentée, parfois invisibilisée et insuffisamment prise en compte dans les politiques publiques. Cette étude représente donc une contribution indispensable pour combler ce déficit de connaissances, éclairer les décideurs et renforcer les actions de protection. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'écouter et d'analyser les données précieuses. Des données précieuses sur les conditions de recrutement et de travail, sur les mécanismes existants ou manquants de protection, sur les expériences vécues par ces femmes et sur les enjeux juridiques, sociaux et humains pour structurer leur trajectoire. Qui structure leur trajectoire? Les résultats que nous allons entendre ne sont pas de simples constats. Ils constituent des outils d'action destinés à nourrir nos plaidoyers, nos stratégies d'intervention, nos partenariats et à inspirer des solutions concrètes et durables. Je souhaite que cette rencontre soit un espace d'écoute attentive, de réflexion profonde et de dialogue constructif. Qu'elle permette de traduire la connaissance en engagement et l'analyse en mesures tangibles en faveur d'une meilleure protection des femmes migrantes africaines dans cette région du monde, mais aussi un retour possible, protégé et une réintégration réussie. Je remercie très chaleureusement toutes les équipes de recherche et partenaires
ainsi que les femmes qui ont accepté de partager leur expérience. Avec beaucoup d'émotion, j'imagine, mais sans elles, ce travail n'aurait certainement pas vu le jour. Remercier très chaleureusement les organisateurs, IPAR par son engagement, OSIA par son appui technique et financier. Convaincu que cette étude contribuera à renforcer les droits, la dignité et la sécurité de celles dont les voix doivent davantage être entendues, je nous souhaite à tous une très bonne séance. Merci Madame Ndoye pour ces mots qui vont vraiment droit au but. On va maintenant donner la parole à Monsieur Cissé pour l'ouverture officielle de cet atelier. Monsieur Cissé, la parole est à vous. Voilà, merci beaucoup Madame Laure, Docteur Laure, directrice exécutive de l'IPAR. Merci beaucoup à Madame la ministre Ngoné Ndoye, présidente de FEMIDEC, qui travaille sur ces questions depuis de très longues années, et particulièrement sur la question des femmes. Merci encore pour tout ce travail. Merci beaucoup à mon cher ami et frère Mignan pour aussi son engagement, qui a juste rappelé des éléments importants par rapport à cette question. Je pense qu'on reviendra plus en détail sur ces questions-là. Mais merci aussi à Mme Fambaye Ndoye, très engagée, qui a aussi travaillé sur ces questions, sur la protection des travailleurs et travailleuses, même au Sénégal, en termes de protection des femmes domestiques. Je pense que aussi, c'est un élément important à signaler. Mesdames, Messieurs, les représentants des associations et chaires universitaires, Mesdames, Messieurs les représentants des agences gouvernementales et non gouvernementales, Mesdames, Messieurs, chers participants, à vos titres, rangs et qualités, permettez-moi à l'entame de mes propos de formuler de vifs remerciements au nom du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, des remerciements à l'IPAR pour l'organisation de cet atelier de restitution de l'étude sur la protection des droits des femmes migrantes africaines dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient, avec bien entendu le soutien de OSIWA. Ainsi, cette journée organisée en présence de nombreux participants et experts, des partenaires techniques et financiers, constitue donc un cadre favorable pour aborder et partager sur des questions très complexes liées à la migration de manière générale, mais particulièrement dans des pays du Golfe et du Moyen-Orient. L'intérêt de la recherche proposée par l'IPAR a pour ambition de réactualiser les informations sur la situation des migrants africains dans cette région du monde, en portant une attention particulière à la situation des femmes, pour la plupart des employés de maison, afin de porter le plaidoyer pour la mise en place de cadres politiques de coopération arabo-africaine, protectrices des droits humains fondamentaux des migrants africains, de manière générale, et des droits des femmes domestiques de façon plus particulière. Mesdames, Messieurs, il conviendrait de souligner que la migration est aujourd'hui devenue de plus en plus complexe, avec une recrudescence, bien entendu, de l'immigration irrégulière, marquée par de nombreux décès en mer pour des candidats qui ont perdu la vie en essayant de regagner l'Europe par les pirogues. Il est aussi constaté des migrations féminines vers les pays du Golfe, avec des difficultés notées liées, entre autres, à des confiscations de documents de voyage avec le système de parrainage des visas, le Kafala. Si certains déplacements de migrants africains se font sur la base de conventions entre des pays concernés, d'autres, et les plus importants, je pense, se font sur la base de recrutement de migrants par des cabinets souvent non répertoriés. Je voulais juste marquer peut-être à ce niveau peut-être un point. Mignan l'a souligné, il a fait le diagnostic. Dans les années 2015-2016, alors que moi-même j'étais conseiller technique, nous avons vu ce phénomène et la société civile s'était beaucoup engagée. C'était très compliqué parce qu'au Sénégal, il y a une culture qui fait que souvent quand on veut voyager, on n'informe pas et on fait tout peut-être entre guillemets en cachette
pour ne pas peut-être, selon certains, voilà, faire capoter le projet de voyage. Et ça a été catastrophique. L'autre élément, c'est les contrats qui étaient servis. Libellé en arabe, vous ne maîtrisez pas l'arabe, vous signez un contrat. Arrivé sur place, à l'aéroport, vous êtes accueilli et transféré à des kilomètres, ni vu ni connu de l'ambassade ou du consulat. Aisément, il faut comprendre que si l'ambassade ou le consulat ne connaît pas ou ne sait pas l'existence de cette personne, nécessairement le suivi va être très compliqué. C'était ça un peu la situation. Effectivement, il faut apporter des solutions. Et ces solutions doivent aller dans le sens d'accords de coopération encadrés, mais aussi dans le cadre d'une sensibilisation, d'un accompagnement au projet de voyage. Je pense que nous reviendrons sur les recommandations, mais un élément important, c'est de préparer les potentiels candidats à la migration. Aussi bien pour les femmes que pour les jeunes. Vous avez beaucoup entendu les questions liées à des réseaux actuellement en Afrique. Je ne veux pas citer, mais vous comprendrez exactement. Il y a eu beaucoup de conséquences et de dégâts. Et donc dire qu'en fait, tous les acteurs sont interpellés, et l'État en premier, pour pouvoir encadrer un peu cette migration de manière sûre, régulière et ordonnée. Mesdames, Messieurs, il convient donc de souligner qu'il y a des efforts à faire pour avoir une gestion des mobilités des travailleurs beaucoup plus sécurisée dans les pays de destination. Il faut rappeler aussi que le pacte mondial pour des migrations sûres, régulières et ordonnées est mis en œuvre. C'est vrai. Des lignes directrices aussi proposées par l'Union africaine pour faciliter l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des États membres des accords bilatéraux de travail aussi existent, mais n'offrent pas toujours les solutions attendues. Ainsi, les résultats issus de cette recherche portant sur 6 études de cas par l'IPAR en collaboration avec OSIWA pourront permettre de disposer de données fiables et désagrégées pour orienter la prise de décision par les pouvoirs publics. Je saisis donc cette occasion pour renouveler mes chaleureuses félicitations à IPAR et à son partenaire OSIWA pour le travail déjà réalisé et les différents acteurs institutionnels pour la prospective engagée afin de mieux comprendre les dynamiques migratoires. Je voudrais clore mon propos pour renouveler aussi mes chaleureuses félicitations aux différents acteurs ici présents qui sont très engagés, qui travaillent sur ces questions depuis des années pour leur contribution aux différentes initiatives. Au nom du ministre de l'intégration africaine des affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, au nom du secrétaire d'État chargé des Sénégal de l'extérieur, je voudrais donc réitérer ici nos remerciements à l'IPAR et solliciter aussi la poursuite de cette collaboration avec les différents acteurs dans le domaine en vous remerciant de votre aimable attention. Je déclare ouvert l'atelier de restitution de l'étude « Protection des droits des femmes migrantes africaines dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient ». Je vous remercie. Merci à tous. Merci pour cet échange. C'était vraiment pas une ouverture protocolaire, c'était presque un panel technique. Et donc, c'est un avant-goût de ce qui va se passer aujourd'hui.